récentes et des défis actuels du paysage bancaire marocain. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Hassan El Amili pour sa communication. Et après, nous aurons à poursuivre notre échange par des questions-réponses pour vous permettre d'échanger avec notre conférencier. Donc, M. Hassan, je vous cède la parole pour parler des banques marocaines et leur conquête de l'espace africain. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être ici parmi vous pour apporter une contribution modeste à travers cette thématique que je vais développer devant vous, qui est un aspect un peu particulier, c'est l'aspect financier, donc c'est les banques marocaines, qui s'insèrent dans tout ce que fait le Maroc en direction de cet espace grandiose qui s'appelle l'Afrique. Et je vais essayer d'aborder cette thématique en 3 points. Le premier, c'est de voir quelle est l'importance des investissements directs bancaires marocains en Afrique. Le deuxième point va me permettre de traiter quels sont les déterminants de cet engagement massif des banques bancaires envers l'Afrique. Pour aller au troisième point, il me pose la question, nous avons une habitude en économie toujours de poser la question du retour du capital sur capital. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que gagne le Maroc et d'abord les banques concernées en allant vers l'Afrique? Mais permettez-moi, avant de passer directement mon thème, de remercier l'ensemble des professeurs qui y ont été à la base de la création de ce master. Et j'ai eu l'honneur de participer à la première réunion ici même, donc au niveau de la conception, la première conception donc, de ce master. Et ça, c'est un honneur pour moi. Je continue toujours à être ravi et être, disons, dans le bonheur pour avoir été donc pour quelque chose, même de façon très partielle, justement à la mise en place de cette filière. Je remercie tout le monde et particulièrement le professeur Moussa Melki qui m'avait donné l'honneur de participer ici puisque vu la connaissance qui existe entre lui et moi et donc j'avais eu la possibilité donc d'être ici pour participer à la mise en place de cette filière. Aujourd'hui, je concrétise un petit peu donc cette participation à travers cette présentation. Nous espérons très bien qu'elle ne sera pas la dernière et je suis très disposé et justement de participer à la formation de nos étudiants ici à la faculté des lettres. Donc je passe directement le plan, on l'avait là. Alors, les banques marocaines et particulièrement les 3 premiers groupes bancaires marocains, à savoir Attijari Wafa Bank, la Banque Centrale Populaire et Bank of Africa, l'ex-BMCE, Banque Marocaine du Commerce Extérieur. Ces 3 groupes marocains se sont engagés depuis les 2 dernières décennies de façon massive, mais l'action, le phénomène a commencé bien avant. Suite justement à toutes les transformations qu'a connues l'économie marocaine à partir des années 90, je rappelle tout le monde que le Maroc, justement, après la crise des années 80, il y a eu donc le programme, ce qu'on appelait le programme d'ajustement structurel, qui a été imposé au Maroc par les institutions internationales. Et puis, après une dizaine d'années, donc, le Maroc, justement, a décidé donc de faire une ouverture et on était entré dans l'ère de la libéralisation massive au Maroc et avec son train de privatisation d'un certain nombre d'entreprises publiques, dont d'ailleurs la BMCE qui va passer entre les mains du privé. C'est un exemple. Donc, je dis bien que depuis une vingtaine d'années, il y a eu des engagements massifs de ces 3 groupes bancaires. Et le Maroc, on a assisté donc à ce que nous appelons en économie l'exportation du capital.
parallèlement à l'exportation des marchandises, nous arrivons maintenant à un niveau où le Maroc a été capable d'exporter du capital. Et moi, mon rôle ici, c'est de zoomer sur cette fraction du capital marocain qui est exporté sur l'Afrique et qui est le capital bancaire. Les trois premiers groupes donc, sont partis ensemble à des dates différentes pour justement investir beaucoup de pays africains pour contribuer au développement financier d'abord et par là au développement économique de ces pays. Ils ont créé beaucoup de filiales au niveau donc, des pays d'accueil, lesquelles filiales donc, vont essayer donc, de jouer le rôle donc, de capital financier pour développer la finance et contribuer au développement financier des pays africains. L'importance des investissements directs. Donc, ces banques vont intervenir en Afrique à travers deux modalités. La première qui nous intéresse le plus, c'est les investissements directs étrangers. Les investissements directs étrangers, parce qu'à côté des investissements directs étrangers, à travers des investissements directs, il y a ce qu'on appelle les investissements de portefeuille. Les investissements directs sont des investissements qui se traduisent par la création en toutes pièces d'entreprises, donc de filiales bancaires ou de succursales bancaires. Alors que les investissements de portefeuille, ce sont des prises de participation dans le capital d'autres entreprises. C'est le mode de la croissance externe des entreprises, ça s'appelle. Donc, elles vont essentiellement se concentrer sur les investissements directs. Ces investissements directs vont prendre deux sous-formes et qui vont intéresser l'ensemble des pays d'accueil. Ou bien ils vont construire, donc, ils vont établir des investissements dits greenfield, c'est-à-dire des investissements qui se traduisent par la création d'entreprises, donc de filiales, dans tous les domaines. On verra très bien qu'ils vont développer des filiales qui vont s'occuper non seulement de l'intermédiation, ce que nous appelons l'intermédiation bancaire, ça veut dire les dépôts, l'OEDA et les crédits, mais ils vont développer d'autres métiers qui sont contigus, qui sont proches les uns des autres. Ils vont développer l'assurance, ils vont développer le conseil, ils vont développer les banques d'affaires, ils vont développer beaucoup le leasing, l'immobilier et dans différents domaines. Donc, ils ne s'arrêtent pas uniquement à des succursales bancaires ou à des agences bancaires, mais ils vont faire aussi dans l'assurance et dans d'autres métiers. Les investissements marocains dans le secteur bancaire en Afrique représentent une fraction importante des investissements globaux qui sont en Afrique. Vous avez là les statistiques. Vous voyez très bien qu'entre 2016 et 2021, la part des investissements directs bancaires en Afrique représente une fraction allant de 13 à 54%, ce qui est important. Donc là, vous avez là, j'ai essayé d'évaluer donc l'importance, le poids des investissements directs bancaires marocains dans les investissements directs en Afrique. Et ça vous donne donc les ratios que vous avez devant vous. Donc il y a une dynamique importante en matière d'intervention de nos banques au niveau de l'Afrique. Durant la période 2007-2021, sur l'Afrique subsaharienne, où se concentre une bonne partie des investissements de ces trois banques, vous avez là les résultats. Vous voyez très bien les montants des banques en 2021 par exemple, 4,6 milliards contre 1,5 milliard pour l'industrie et 0,5 milliard en matière de télécom. Vous voyez très bien que les banques devancent de loin les autres secteurs et c'est un secteur sur lequel donc le Maroc a beaucoup foncé pour des raisons que nous allons discuter tout à l'heure.
Les investissements directs bancaires marocains en Afrique sont le fait de 3 banques, nous voulons de le dire. Les 3 groupes bancaires sont allés donc ensemble. Les investissements Greenfield, comme je viens de le dire, et Brownfield. Les Brownfield, ça veut dire des investissements qui se traduisent par les prises de participation dans d'autres entreprises ou dans d'autres banques dans les pays d'accueil. Une petite précision ici, dans les Brownfield, dans les investissements Brownfield, donc de prises de participation, nous avons assisté au cours des 10 dernières années au remplacement des banques françaises par les banques marocaines, ce qui est un phénomène fondamental. Les banques françaises ont commencé à quitter depuis 2008, après la crise financière internationale dont je ne sais pas est-ce que vous avez été informé à l'époque de cela ou pas. Vers 2008, il y a eu donc une crise financière internationale qui s'est traduite par beaucoup de conséquences négatives sur le plan de l'économie mondiale. Et ça dépend donc des règles prudentielles qui sont mises en place par chaque pays pour trouver des solutions. Et donc les banques françaises, elles ont trouvé des difficultés pour continuer à jouer en Afrique, parallèlement au développement des banques marocaines. Comme ils doivent avoir des taux de retour de capital très importants, ça veut dire des taux de bénéfices très importants, comme ils n'ont pas réussi à le faire, ils ont quitté, d'autant plus que à partir de la crise dont je viens de parler, 2008, il y a eu un resserrement au niveau mondial des règles prudentielles qui sont imposées au système bancaire dans le monde entier. Les règles prudentielles, parce qu'on avait remarqué dans le cadre de ce qu'on appelle la réglementation de Bâle, en référence donc à la ville suisse où l'on établit la réglementation concernant la gestion des banques au niveau mondial. Auparavant, les banques se permettaient de donner des crédits dans une proportion beaucoup plus élevée que leurs capitaux propres. Je répète, les banques donnaient des crédits à la clientèle dans une proportion beaucoup plus importante, beaucoup plus élevée par rapport à quoi? Par rapport à leurs capitaux propres. Celui qui va donner des crédits, il doit savoir s'assurer d'abord qu'il a de l'argent propre dans la poche. Or, je l'ai démontré dans le bouquin que je vais vous montrer à la fin. Je croyais que je vous l'avais remis. Bon, non, il est là, donc, le système bancaire marocain. Donc, il y a eu les difficultés pour l'ensemble donc, des banques, puisque le dispositif prudentiel a été serré. Ça veut dire, dorénavant, les banques ne doivent pas être en dessous d'un certain ratio, 8 à 10% des capitaux propres. Les capitaux propres ne doivent pas être en dessous de 8% de l'ensemble des crédits que vous donnez. Et donc, les banques doivent, donc ils doivent dépenser de leur propre capital propre. Or, les banques ne veulent pas cette situation. Les banques veulent gagner de l'argent sur la base de l'argent des autres. Et j'ai démontré dans mon livre, de façon scientifique, que l'essentiel des profits bancaires vient de l'argent des autres, à travers les dépôts donc des déposants, donc les banques, et lesquels dépôts sont gratuits. Depuis début des années 2000 et puis vers avant même 2010, il y a eu la libéralisation donc au niveau du système bancaire. Auparavant, les taux d'intérêt créditeurs, parce que les taux d'intérêt, vous avez les taux d'intérêt débiteurs et les taux d'intérêt créditeurs. Les taux d'intérêt débiteurs, ce sont les taux d'intérêt que paye le client pour la banque, pour ses crédits. Les taux d'intérêt créditeurs, ce sont les taux d'intérêt que paye la banque aux déposants, les taux d'Elflus. Or, il y avait un certain temps, c'était la Banque centrale, Banque du Maghreb, qui décidait de ces taux. Depuis la libéralisation, c'est la concurrence. Et on a assisté à une chute libre des taux d'intérêt créditeurs, beaucoup plus importante que la chute des taux d'intérêt débiteurs.
Donc, il n'y a rien. Aujourd'hui, à peu près, le taux d'intérêt créditeur sur les dépôts dans les banques, c'est autour de 1,3-1,5%. C'est rien du tout. Donc, on ne peut pas, alors qu'auparavant, on arrivait jusqu'à des taux de 7, de 8 et même plus %. Donc, ces règles prudentielles qui ont fait que les banques doivent constituer donc une sécurité par ses fonds propres pour donner des crédits, eh bien, les banques, justement, n'en ont pas supporté ça. Les banques françaises, elles étaient obligées donc de quitter. Et pour d'autres raisons, parce qu'il y a eu aussi la concurrence des banques marocaines et d'autres banques africaines, des mastodontes de l'Afrique du Sud et du Nigeria aussi. Ils ont contribué justement au départ des banques françaises. En 2023, les groupes bancaires marocains sont présents en Afrique à travers 45 filiales et 4 succursales. On a des filiales qui sont des entreprises créées par la maison mère et dont la maison mère possède au moins 50%, 51% du capital. Ce sont des entreprises autonomes. Par exemple, aujourd'hui, si je vous donne l'exemple ici au Maroc, OFSLF, c'est une société, c'est une entreprise qui appartient à Tijari Wafa Bank. Mais OFSLF, en elle-même, c'est une entreprise autonome. Elle a la personnalité morale, juridique, elle peut se débrouiller elle-même, elle peut rester en justice à travers son staff dirigeant. Elle est autonome. Alors qu'une succursale, elle n'a pas l'autonomie. C'est une agence, une simple agence. Les agences que vous avez, les banques, ce sont des succursales. Une agence n'a pas d'autonomie. Elle dépend toujours de la maison qu'elle a mise en place. Donc, il y a des filiales et des succursales et en plus aussi des bureaux de représentation. Les banques mettent le pied à l'étrier quand ils implantent leurs filiales et leurs succursales à l'étranger à travers ce qu'on appelle des bureaux de représentation. Des bureaux de représentation. Ils installent d'abord des bureaux de représentation qui essaient de voir le marché, qui étudient le marché du pays africain que l'on cible. On voit un petit peu la demande, on voit l'évolution de l'économie, quels sont les besoins en finance, etc. On fait l'installation d'une filiale. Donc, bureau de représentation, succursale, filiale. Et là, vous avez des statistiques. Donc, nous sommes déjà dans plusieurs pays africains. Vous avez le détail. Là, je vois un petit peu, je fais un passage de chaque groupe. Tijari Wafa Bank. Tijari Wafa Bank, donc, il se concentre sur l'UEMOA, la zone Union économique et monétaire ouest-africaine, et CEMAC, Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, présente dans 14 pays en 2023, je pense. C'est ça. Avec 2375 agences et avec une clientèle de 2,7 millions. Quand même, c'est très important, une présence importante. Il est absent en Afrique centrale. Quand on voit la cartographie, malheureusement, je n'ai pas eu le temps pour vous faire un petit peu des petits schémas, voir les zones géographiques avec des couleurs pour que vous puissiez donc saisir très bien. On le fera la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, il est absente en Australie parce que chaque banque, elle fait une stratégie. Quand elle va implanter son capital à l'extérieur, elle a une stratégie en fonction de l'étude des différents marchés. Proximité ou pas proximité, culture ou pas culture, connaissance de ces marchés, question de ses spécificités. Est-ce que ce marché-là, de ce pays-là, n'est pas déjà investi par les mastodontes sud-africaines, par les Nigérianes et par d'autres pays, par les pays étrangers, européens par exemple? Alors là, on remarque dans le cas de Tijari Wafa Bank, qui est la première banque puissante au niveau de l'Afrique du Nord, non seulement au niveau du Maroc, mais là, elle est absente de l'Australie, du moins en 2023. En plus de l'activité bancaire, le groupe opère à travers ses filiales spécialisées qui liées à la consommation, assurance, crédit immobilier, leasing. Le leasing. Qu'est-ce que c'est que le leasing? Oui, aqd leasing, c'est ça. Le contrat de leasing. Quand vous avez besoin que je explique en détail, vous me le dites. Au fur et à mesure. Donc, gestion d'actifs, intermédiation boursière, conseil, location de longue durée, factoring,
capital de risque. Très bien. Le leasing. Le leasing, c'est un mode de financement. Vous avez besoin d'une machine dans votre entreprise. De deux choses l'une. Ou bien vous avez du capital, sinon un crédit bancaire pour aller l'acheter. Ou bien une autre méthode. Vous allez voir la banque qui a en face une société qui va acheter le matériel au nom du client, qui va le mettre à la disposition de la banque. La banque va le mettre à la disposition donc du client pour une certaine durée. Et donc, contre une redevance, vous allez payer à la banque une redevance annuelle qui peut être traduite mensuellement. Le contrat peut stipuler qu'à la fin de l'échéance, après 5 ans par exemple, vous avez le choix entre deux choses. Ou bien vous payez la valeur résiduelle du capital, la machine donc, après avoir été amortie, fait une valeur. On va l'évaluer sur le marché, la valeur vénale, et vous la payez à la banque. Ou de la machine, tu la prends. Ou bien tu remets la machine et des fois un véhicule, des fois le car, un grand car. Tu le remets à la banque. Parce que lorsque vous faites le financement par leasing, la propriété de l'actif appartient toujours à la banque. Il ne t'appartient pas. On fait le leasing aussi en matière de voiture. Bien sûr. Leasing, toutes sortes de moyens de production, toutes sortes de machines et de matériel et d'outils. Voilà le leasing. L'intermédiation boursière, donc la banque donne la possibilité aux entreprises industrielles, commerciales et tout autre donc de s'introduire à la bourse. De s'introduire à la bourse. L'introduction à la bourse est une action qui permet de faire connaître mieux l'entreprise concernée. Malheureusement, entre parenthèses, je suis conscient que nous sommes dans une thématique, mais je suis obligé, vu nos amis donc de la faculté des lettres, je suis obligé quand même d'introduire à travers ces petites explications. Donc là, nous avons aussi je disais l'intermédiation boursière, donc pour s'introduire à la bourse. Malheureusement au Maroc, nous avons de très grandes entreprises, très grandes entreprises, mais ils refusent de s'introduire à la bourse des valeurs de Casablanca. Pour des raisons que vous devinez. Ils ne veulent pas que la gestion leur échappe. Ils veulent garder le secret sur l'affaire. Parce que l'une des conditions fondamentales pour s'introduire à la bourse des valeurs de Casablanca, c'est la transparence. Ça veut dire que tu dois publier tous les documents comptables d'IELC, chaque année, officiellement à tout le monde. Non seulement les membres du conseil d'administration et les membres les associés, les actionnaires, mais aussi tout le public marocain va connaître cette société. Quels sont ses résultats, qu'est-ce qu'il fait comme chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il travaille, tout. Or, nos entrepreneurs, nos patrons, nos propriétaires d'entreprises ne veulent pas aller jusqu'à ce stade-là. Alors, on a de très grandes entreprises, mais ils ne sont pas introduits en bourse pour cette raison de transparence. Donc là, les banques aussi aident les entreprises à s'introduire en bourse. Si vous prenez maintenant aujourd'hui, vous lisez sur la vie économique ou l'économiste, chaque jour, vous avez des publications sur le marché financier, sur le marché de la bourse. Vous avez à peu près autour d'une centaine de sociétés, au total, le Maghreb Koulou, qui sont dans la bourse. C'est très peu. C'est très peu. Le factoring, c'est quoi? C'est un mode de financement aussi, qui consiste à ce que une entreprise qui a un portefeuille de créances sur la clientèle, un client qui est le banque plus. 50 clients, nous sommes créanciers de 50 clients, je suis banque. Eh bien, j'ai besoin d'argent
en tant qu'entreprise. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à un facteur, TOR. Une banque, par exemple, je lui dis, venez, je vais vous vendre à la créance. Je vais vous vendre quoi? Une créance. Je les mets dans des papiers financiers à un bon prix. Et la banque va acheter cette créance. La banque, elle va suivre les clients. Évidemment, ceci se fait sur la base d'un dossier bien établi. Oui. Là, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Donc, c'est des contrats à terme. C'est autre chose. C'est autre chose. J'ai donné pendant quelques années un cours sur la finance internationale à l'université de Rabat, à l'université internationale de Rabat. J'ai développé des choses comme ça. Les contrats à terme, c'est pas ça. Les contrats à terme, شنو هما؟ مول الشركة ديال توتال ولا أفريقيا. مول أفريقيا il va acheter من السعودية une quantité N de tonnes de pétrole. Ou bien il achète aujourd'hui la date d'aujourd'hui avec le prix d'aujourd'hui du marché. تيجي الأرامكو ديال السعودية تيقول له voilà, on va faire un marché sur, vous allez me livrer 5 millions de tonnes, je dis n'importe quoi, dans un an, ou telle date, dans 6 mois, mais ماشي بالprix d'aujourd'hui. ها le prix, باش نتفقوا dès maintenant. Pardon? A fini. A fini. On a une autre occasion pour discuter de ça. Je suis en train de discuter de la technique bancaire. Donc, ça, le stade, voilà, les contrats à terme, le contrat. Donc, ça veut dire que l'exécution du contrat se fera dans un temps ultérieur. Là, je parle d'autre chose. Moi, ce que je dis, le factoring, c'est une technique qui consiste à vendre des créances qu'une entreprise a à la banque. La banque كتشريهم. بحال كتشري un objet. Au lieu d'acheter un objet, un PC, au lieu d'acheter une règle, un stylo ou Danone, je vais acheter quoi? Je vais acheter une créance. Un portefeuille de valeur. Et bien donc, كندابز مع l'entreprise ou la banque, etc. الثمن الله يخليك غتنقص بحيث انا نعتقد. Pourquoi cette technique, à quoi elle sert? Elle permet à l'entreprise d'avoir de l'argent cash. Au lieu d'attendre tous les clients حتى la fin de l'année ومن بعد etc. pour ramasser mon argent, تنجمع داكشي كله في خنشه كنبيعو للبنكه. Elle me donne de l'argent frais. تندير un investissement كنعتق به راسي. Je fais beaucoup d'investissements. Le capital risque. L'intérêt de la banque. Eh bien, parce que là, sur chaque créance, la masse d'intérêt كلها اللي غتدي انت لو كان قسنت على لا غتنقص تجي عندي انا البنكه. Évidemment. انا غادي نتبع لي كليون. Je me substitue à toi pour suivre les clients. Et encore, je répète, عندك مسحوا لكم هادشي سي فاسيل. راه سي لا باز d'une étude très fouillée du dossier. Je ne vais acheter par le factoring que des créances qui sont sûres. نعرف هما اليوم غادي يخلصوني. ما غاديش تبيع لي لي براكاسي. J'étudie chaque cas. قلت لي كتسال telle entreprise غنمشي نستخبر عليها. Je vais essayer de m'informer sur cette entreprise. Comment elle agit sur le marché, qu'est-ce qu'elle, etc., etc., etc. Le capital risque, deux mots. Le capital risque, venture capital. Vous avez sur le marché des investisseurs qui ont de l'argent, qui créent des sanadiq, des fonds, pour utiliser cet argent-là
à prendre des participations dans des entreprises qui naissent, des start-up. Nous avons au Maroc une association, il est à Casablanca, l'AMIC, l'association de l'investissement en capital, l'association marocaine des investissements en capital. Et bien sûr, je suis obligé, donc là, je suis obligé d'expliquer les détails et de... Très vite. Donc, je disais, le capital investissement, nous avons une association à Casablanca. Ils interviennent pour les startups. Les jeunes poussent les jeunes entreprises naissantes et qui sont actives et qui sont innovantes. Ces investisseurs en capital viennent, ils apportent de l'argent frais. Ou quand ils sont comme actionnaires dans l'entreprise. Ils participent au capital. La différence entre les actionnaires ordinaires, c'est qu'ils restent avec la société pendant 5-7 ans. Ils sortent. Vous allez me dire qu'est-ce qu'ils gagnent? Eh bien, ils vont participer aussi aux dividendes. Comme le bénéfice chaque année, comme les actionnaires. Et de deux, à la fin, avant de quitter, ils vont avoir la plus-value. Ils ont acheté une action à 100, mais ils vont la revendre à 300, 400, 500, je n'en sais rien. La différence, c'est la plus-value. Fa'id al-qima, qu'ils vont gagner en quittant, après avoir fait leur mission. Alors, il y a des filiales, les 27 sociétés, donc pour le groupe, des sociétés apparentées, des sociétés où ils ont des participations, et des succursales. La At-Tijari Wafa Bank, c'est important ce que je vais dire. At-Tijari Wafa Bank est allé vers l'Afrique avec des investissements massifs, surtout après 2004, qui est une date, comme ça, il y a une date très importante en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004 au Maroc, au niveau du système financier marocain? Il y avait deux banques à l'époque, l'une qui s'appelle la Banque commerciale du Maroc, la Banque Tijari al-Maghribi, et l'autre qui s'appelle Wafa Bank. Wafa Bank appartenait Moulay Ali al-Kittani, c'est un homme d'affaires, Kid al-Rasoul, et il a installé une banque qui a connu un essor fondamental. Elle était très forte, c'est une banque très forte à l'époque. Moi, à l'époque, j'étais directeur régional du Crédit Agricole à Fès, et je sais de quoi je parle. Et donc, et la banque commerciale, qui appartenait à qui? Qui appartenait à l'ONA. L'ONA qui appartenait à la famille royale. Ce sont des choses qui sont connues, publiées. Et donc, on va assister. Des fois, on parle de fusion. En fait, c'est une absorption. Au lieu de fusion, c'est une absorption. La Banque commerciale du Maroc a absorbé Wafa Bank pour en faire At-Tijari Wafa Bank. Et là, j'ai beaucoup insisté dans mon livre. Et d'habitude, c'est des grandes entreprises qui absorbent des petites ou des moyennes entreprises. Cette fois-ci, nous avons, mesdames et messieurs, assisté à un phénomène où une grande entreprise va absorber une autre grande entreprise. Les deux banques appartenaient à des groupes qui sont puissants à l'époque. Et c'est cette fusion-là, cette absorption-là qui a permis à Tijari Wafa Bank d'être la première puissance financière au Maroc depuis cette date. Et là, il a justement le turbo dans le moteur, et c'est ce qui explique justement l'une des raisons qui va expliquer sa mutation, sa métamorphose, puisque ça en est une, pour aller vers l'Afrique. Il y a un phénomène de coopération que j'ai constaté en Mabin Tijari Wafa Bank, qui est la Banque centrale populaire, la Banque Chabi. Ils coopèrent ici au niveau, j'ai essayé dans mon livre, d'examiner les interconnexions entre les différentes banques. Et pourquoi? Toute forme d'interconnexion. Là,
la BCP et la TGFA Bank sont interconnectés à travers des projets communs. Et là, j'ai remarqué aussi que même en Afrique, derrière des projets communs, ils vont ensemble pour essayer de financer certains groupes là-bas, certains États. Au capital de TGFA Bank participe un groupe espagnol depuis longtemps, Santander. Donc non seulement il participe TGFA Bank ici, mais aussi au niveau de l'Afrique, notamment en Tunisie. La TGFA Bank a participé dans une grande mesure non seulement à la création des filiales et au financement de l'économie réelle et financière des pays d'accueil, mais il a contribué aussi au financement des grands projets structurants des pays africains, notamment l'infrastructure, les ports, l'énergie et partout dans différents domaines. Donc, les groupes bancaires marocains, elles créent des filiales, elles développent la finance pour les clients d'Ilham, qui sont des entreprises de ces pays d'accueil, plus les ménages, ils leur donnent des crédits à la consommation par exemple, mais ils financent aussi les grands projets de développement pour les États africains. Et c'est fondamental. Vous avez là un effet de levier que vous pouvez tirer de ce tableau, avec un montant de participation de 2 milliards, la TGFA Bank arrive à contrôler un capital total de 3,4 milliards à peu près, à travers les différentes entreprises. Le groupe BCP, pionnier dans le virtuel international, déjà en 1972, la BCP, la Banque populaire, à l'extérieur, à l'étranger, notamment en Afrique. Il est présent dans 32 pays, dont 17 en Afrique. Donc 17 en Afrique, alors que TGFA a 14. Ici, c'est 17. L'Afrique subsaharienne, donc dans toutes ses composantes. عندها de la société, un groupe كبير, l'ABI, l'Atlantic Business International, qui intervient dans plusieurs pays africains. Elle aussi, elle a signé beaucoup de conventions avec les États africains pour le financement de ces pays. Deux particularités. La Banque populaire a développé aussi la microfinance, le Qurud Sogra, là-bas, en Afrique. Il l'a fait ici, il le fait là-bas. Deuxième, elle a développé aussi le modèle de la Banque populaire, qui est un modèle coopératif. C'est des coopératives, là-bas. Donc le même modèle a été appliqué là-bas. C'est sur le modèle coopératif. Elle aussi, dans différents métiers, la banque, l'assurance, banque d'affaires, gestion d'actifs, transfert d'argent. Le groupe Bank of Africa que vous connaissez. Il y a eu donc une mutation fondamentale, elle aussi, transformation, jusqu'en 1995. C'était la BMCE, la Banque marocaine du commerce extérieur. C'était une banque spécialisée dans le financement de quoi? Du commerce extérieur. En 1995, elle sera reprise dans le cadre de la privatisation par Othman Bjelloun, que vous connaissez. Le grand Othman Bjelloun, un homme d'affaires très important. Et donc, là va naître un groupe privé de grande importance qui va connaître une évolution exceptionnelle au cours donc, des 20-30 dernières années. Il est la première à s'implanter en Afrique de l'Est et en Afrique australe. C'est une spécificité. Deuxième groupe panafricain en termes de couverture géographique. 19 pays africains. 19, 17, 14. Et vous avez là les pays où ils sont implantés. Le total bilan, 10 milliards. Total bilan de BOA, Bank of Africa. La BMCE ou l'ATKTSMA, Bank of Africa, après plusieurs transformations. Quels sont les déterminants majeurs? Quels sont? Je me suis posé la deuxième question. Quels sont les déterminants majeurs de cette exportation massive du capital bancaire vers l'Afrique?
Le premier, c'est les avantages spécifiques. Les banques marocaines, les 3 groupes marocains, même Shaoul, Afriqiya, ils se sont assurés qu'ils ont des avantages spécifiques par rapport aux pays d'accueil africains. D'abord par leur taille. Ce sont des banques grandes, très grandes, avec des capitaux très importants, avec un total bilan de des milliards. Ce sont des banques qui sont fortes, et c'est cette force-là qui a fait qu'ils ont été capables d'aller vers l'Afrique. Plus l'expérience solide. Ils ont une expérience en matière de finances très solide. Ils appartiennent, je viens de le dire tout à l'heure, à des groupes très importants. Al-Tijari Wafa Bank appartient au groupe Al-Mada, au lieu de l'ONA et l'AIC, maintenant ça s'appelle Al-Mada. Al-Mada, le groupe de la famille royale, qui contrôle un tas d'entreprises, dont Al-Tijari Wafa Bank. Al-Mada. Vous avez le groupe Atma Bjloun, donc là un groupe qui coiffe toutes ces entreprises, dont BMCE, l'ex-BMCE. Et vous avez la Banque Centrale Populaire, qui est aussi un grand groupe avec énormément de filiales ici au Maroc et à l'étranger. Je devais dire aussi que Banque Populaire aussi a été progressivement privatisée. Donc la part de l'État m'a prêché. C'était une banque publique. Et au fur et à mesure du temps, on l'a privatisée jusqu'à ces dernières années maintenant. Il ne reste essentiellement que les banques populaires, parce que vous avez dans le système de la Banque Centrale Populaire les banques régionales populaires, qui sont des actionnaires aussi dans la Banque Centrale. Un niveau de développement financier relativement élevé en comparaison aux pays cibles. C'est ça l'avantage spécifique. Les banques marocaines ont un ascendant, une puissance par rapport à la finance, au système financier des pays africains. Vous avez une idée, taux de bancarisation au Maroc, 78% contre 18% l'UMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique subsaharienne, 10%. Voilà les indices justement de ce retard financier et sur lesquels nous avons un ascendant, sur lesquels nous avons quand même un avantage. Vous avez le crédit, l'actif bancaire sur le PIB, les actifs bancaires, c'est l'ensemble des actifs donc, d'une banque. 122%. J'ai fait le trend pendant une longue période, j'ai suivi le rapport actif bancaire sur le PIB, le produit intérieur brut. Eh bien, ça ne fait qu'augmenter. Ça veut dire que les actifs bancaires sont devenus un multiple du PIB, qui est la richesse totale nationale qui est créée par le pays. Et vous avez là le détail. Le poids des 3 premières banques, qui montre très bien que c'est parce qu'elles sont puissantes, elles concentrent, les 3 groupes bancaires concentrent au niveau du Maroc l'essentiel de l'activité bancaire. 61,7% total actif, total bilan. 63,4% les dépôts bancaires, les wada'i d'nas. 60% les crédits bancaires, les crédits qui sont donnés aux banques. C'est-à-dire les 3 groupes bancaires représentent 60,10% du total des crédits qui sont donnés par l'ensemble des banques au Maroc. Par dans les prises de participation bancaire, 88%. Deuxième facteur qui a encouragé vers la sortie vers l'Afrique, la limite du marché intérieur. À un moment donné, le poussin métier qu'on a à l'intérieur de l'œuf, quand le poussin, le fil qu'on a à l'intérieur de l'œuf, à un moment donné où la coquille met قدشت اش كيدير تيفرقع تيخرج على برا le même phénomène. Donc à un moment donné le marché intérieur ici au Maroc ما قدش يستوعب, il ne peut pas assurer, c'est ça, استوعب شنو معناتها, assurer des profits souhaités بالنسبة للجروب بانكير, بالنسبة للبنك. ما كيف تكحز
Mais faites attention à une chose. Des fois, les gens parlent du marché intérieur de façon comme digérer la signification profonde. Lorsqu'on dit que le marché intérieur est très petit par rapport aux banques, qu'est-ce que cela signifie? C'est que la demande qui est adressée aux banques n'est pas importante. Mais quelle est cette demande? Les gens كلهم s'ils avaient la possibilité et l'accès facile pour avoir des crédits bancaires, المغاربه كلهم تمنيو شحال دابا 40 مليون ديال المغاربه يمشيو يطلبوا الكريدي. Mais est-ce que les banques vont donner le crédit ل 40 مليون للمغاربه? Ce qui est intéressant pour la banque, c'est la demande solvable. La demande solvable, ça veut dire ceux qui peuvent payer. La banque ne marche, l'argent ne va pas à de l'argent. La banque ne peut pas avoir confiance de donner un crédit à quelqu'un qui ne peut pas rembourser son crédit. Et donc, à un moment donné, le marché intérieur, qu'est-ce qui le détermine? C'est la croissance et le développement économique, mes chers amis. Ce n'est pas sorcier, c'est très simple. Le marché intérieur, son périmètre, il est déterminé par la croissance économique et par le développement économique. Si vous devez développer très bien l'agriculture, vous développez très bien l'industrie, vous développez le commerce, l'infrastructure et tout, vous aurez la possibilité donc de création de beaucoup d'entreprises, beaucoup d'emplois, donc et de revenus, qui vont s'adresser aux entreprises, et donc il y a un mécanisme vertueux qui va se créer pour trouver de l'emploi, les banques pour la marchandise ديالهم et pour placer leurs capitaux. Donc, بما أنه il y a un retard au niveau du développement économique, évidemment les banques, le capital, sachez très bien, le capital en lui-même, il cherche dans les gènes ديالو, dans les gènes du capital, l'ADN ديالو, quand il naît, il cherche le profit فين كاين. تقلب الهندة على le profit فين كاين le bénéfice. Là où il n'y a pas la possibilité de bénéfice, تمشي بحال يمشي une autre sphère. Donc, puisqu'à un moment donné, au Maroc, ces banques se sont développées, ou là كيدابزوا بزاف sur le marché intérieur, كان deux solutions. ou bien وحده فيهم الكبيره غتسرط كل شيء تسدهم تسد على الاخرين, ou bien غادي يحاولوا يديروا جو بيناتهم باش كل شيء لي بانك يبقاو حيين ويخدموا, ولكن بما انه la possibilité d'augmenter les profits et de la continuité في la mise en valeur du capital et l'accumulation du capital, تراكم راس المال, هذا هو المهم. غادي يخرجوا على برا يقلبوا فين غادي يلقاو البروفي. يبقى غادي نمشيو فين غادي نمشيو؟ ما غاديش نمشيو لي زيتازوني, غنمشيو لي بيي فاش حنا غالبينهم شويه, عندنا ديفلوبمون احسن منهم. Nous avons un ascendant, nous avons une capacité d'aller là-bas et pour les servir. الفرق بيننا وبين les pays européens, c'est que le Maroc, et ça a été dit dans pas mal de réunions d'hommes d'affaires qui ont été guidées par Sa Majesté le Roi, d'ailleurs, donc dans ces tournées africaines, ce sont des contrats win-win. حنا تنربحوا وما تيربحوا, donc حتى تنديروا attention في les intérêts qu'on applique là-bas, et puis حتى les procédures que l'on fait avec eux. On n'essaie pas d'être justement jusqu'au point, parce que quand vous poussez le client à payer alors qu'il n'a pas de capacité, vous ne pouvez rien tirer. Et là, vous pouvez تلقى l'axe. Donc, la limite du marché intérieur, je viens d'expliquer très bien ce que c'est que le marché intérieur. Donc, c'est déterminé par le développement économique. Demain, à développer des politiques publiques qui vont développer l'agriculture, qui vont développer l'industrie sur des bases solides, pour noircir ce que nous appelons une économie, la matrice de l'économie سميتو Leontief, qui étudie les rapports intersectoriels بين les différents secteurs économiques. كتقرا ديك la matrice, les échanges بيناتهم ما بين les secteurs, كيبان لك واش كاين développement ولا ما كاينش. Un exemple très simple, aujourd'hui, même pour votre estomac, pour notre estomac, on s'adresse à l'étranger. باش ناكلو. Vous importez massivement le blé, vous importez tout. Et donc, quand vous étudiez la matrice, vous avez bien des cases qui sont vides. Il n'y a pas d'échange même dans les différents secteurs économiques. Troisième, l'interférence politique, c'est déterminant. Ces tournées justement africaines
Donc la politique diplomatique offensive, j'allais dire agressive et positivement, donc a été pour quelque chose aussi, donc pour développer la proximité géographique et culturelle, et puis même au niveau de la culture, donc ça nous a facilité la tâche. Le potentiel de croissance du continent, nous y sommes parce que les pays africains, justement, ont un potentiel de croissance très important. Vous avez le détail. L'assouplissement des réglementations relatives aux investissements à l'étranger. Auparavant, pour que les investisseurs, notamment les banques, pour aller en Afrique investir, il fallait passer par l'office d'échange, beaucoup d'autorisations. Donc, à partir d'il y a quelques années, ils ont libéralisé un petit peu cette sortie. Ça veut dire que les banques peuvent aller en Afrique dans le cadre d'un fonds de 200 millions de dirhams. Et c'est important. Oui. Bon, je vais dire que j'ai 5 minutes quand même. Je vais zoomer sur Waha. Donc, ces banques ont contribué de façon massive au développement financier de l'Afrique et au développement économique de l'Afrique. Parce qu'on a développé non seulement la sphère financière, mais aussi la sphère de l'économie réelle. Je n'ai l'économie réelle. Ça veut dire les entreprises de production, des marchandises, des machines, etc., etc. Le réel. Et vous avez des statistiques sur l'encours total des crédits qui sont donnés en Afrique, l'encours des dépôts. Les 3 banques sont passées en détail. Chaque banque. La contribution des filiales africaines au résultat des 3 groupes. En 2 mots. Là, je parle du retour sur capital. La question que nous devons nous poser en tant que chercheurs, des économistes, ce qui m'intéresse, ma chérie, d'aller à l'Afrique pour investir là-bas, on rebhou. Le retour du capital aussi à Al-Maghreb, c'est important. On doit se poser cette question. Et bien là, j'ai essayé donc d'étudier quel est ce retour du capital pour les banques. C'est un retour important. Il y a des fois des trous dans la raquette, comme on dit. Des trous dans la raquette. Vous allez voir, je suppose que nous allons distribuer pour les étudiants, du moins, ou pour tout le monde. Moi, je n'ai pas de problème. L'intervention peut être distribuée à tout le monde, donc on peut Donc, je dis bien, il y a des trous dans la raquette. Vous allez voir les statistiques que sur plusieurs années, même si ces filiales bancaires des banques marocaines en Afrique ont des bénéfices très importants, ils ne transfèrent ici à la maison mère que 0. Pas de transfert de dividendes. Je me suis posé la question, ça peut être le résultat d'une stratégie. Ils peuvent se dire, on va laisser sous forme de réserve une entreprise quand elle fait des bénéfices. Généralement, elle ne distribue pas sur les actionnaires les dividendes, la part de profit. Ils laissent là-bas, à l'intérieur de l'entreprise, des réserves, ce qu'on appelle des réserves, qui vont servir pour financer de nouveaux investissements, pour aller plus loin, pour. C'est possible. J'ai fait cette hypothèse. Peut-être que. Mais quand je vois sur plusieurs années de bons bénéfices, il n'y a rien qui monte au Maroc, donc ils ont contribué au produit net bancaire. Le produit net bancaire, c'est comme la valeur ajoutée des banques. Ces filiales participent dans une grande mesure au bénéfice global du groupe bancaire. Les filiales africaines, elles pèsent beaucoup dans le produit net bancaire, dans la valeur ajoutée bancaire au niveau donc, des 3 groupes. Et elles pèsent au niveau donc des revenus que reçoivent les maisons mères de l'Afrique. Et vous avez là énormément de détails. Je conclus par une chose. Ce qui m'intéressait au départ, la recherche, ce n'était pas uniquement quel est le retour sur capital par rapport aux banques elles-mêmes, aux 3 groupes bancaires, mais par rapport à l'économie marocaine. Ce qui m'intéresse moi en tant que chercheur,
c'est de voir quel est l'impact de cet engagement massif des banques marocaines sur l'Afrique, sur le commerce entre le Maroc et les pays africains. كان خصو يكون رافعة، كان خصو يكون un levier. Cet engagement massif financier, il devait être comme un levier pour développer massivement les relations commerciales cette fois-ci entre le Maroc et les pays africains. Il semble, il faut étudier en profondeur, mais déjà jusqu'en 2019-2020, les statistiques dont j'ai pu disposer, difficilement d'ailleurs, ont montré que l'impact a été très faible. 5% 2019-2020, les échanges, même les pays, le Maroc et les pays africains, et le Maroc et le monde entier, 5%. Alors que nous avons investi beaucoup en Afrique, on attendait justement un retour sur le plan de développement commercial. Ce n'est pas le cas. Dernière idée, il faut faire attention, parce que ces banques, ces 3 banques, elles sont qualifiées de banques systémiques. Qu'est-ce qu'on appelle une banque systémique? Une banque systémique, c'est une banque dont la faillite ou la défaillance peut causer beaucoup de dégâts pour l'économie nationale tout entière. تصوروا التجاري وفاء بنك دابا le poids ديالها في المغرب. Imaginez تكون en difficulté importante. الطلوك système في المغرب. Parce qu'il finance beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de clients, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, parce que. Ce sont des banques systémiques. Et c'est parce qu'elles sont systémiques qu'ils sont observés à la loupe par Banque centrale, Banque du Maghreb. Et surtout quand elles vont à l'extérieur, à l'étranger. Banque du Maghreb, كتحديهم دابا في les relations, donc les ratios prudentiels dont j'ai parlé tout à l'heure au départ, de BAL, parce que nous savons très bien que les pays africains, le risque devient multiple. هنا في المغرب تنتحكموا فيه parce qu'on connaît la société marocaine. Mais là-bas, tu n'as aucune emprise sur les sociétés africaines. Vous savez très bien, aussi bien que moi, qu'il y a malheureusement des fois dans beaucoup de pays une instabilité politique. Et quand il y a une instabilité politique, là, des fois, ما عندك ما دير. تجي un nouveau régime تما غادي يقول لك اسيدي حنا كاع ما كنعرفوكمش لا تجاره بنك ولا بنك المغرب ولا حتى حد اخر. Et là, tu auras perdu ton capital. Donc, c'est parce qu'ils sont. Alors, c'est pour dire, moi, en tant que chercheur, en tant qu'économiste, nous conseillons donc nos banques de faire une bonne analyse des risques, toutes les sortes de risques, quand ils veulent s'implanter là-bas sous forme d'investissement direct. Voilà, mes chers amis, ce que j'ai voulu partager avec vous. On n'a pas eu le temps, malheureusement, je croyais qu'on peut toute l'après-midi le débat, mais j'ai donné ce que j'ai pu en fonction du temps qui m'est imparti. Je suis à la disposition notamment de nos étudiants pour apporter ma contribution sur tous les plans, là où je peux être utile. Merci beaucoup. Donc, merci au professeur M. Hassan El Amili pour sa présentation, dans laquelle il nous a présenté les 3 pionnières des banques au Maroc et en Afrique du Nord, en présentant leur activité, leurs prestations et leur stratégie d'investissement. Donc, merci encore une fois. Et je cède la parole à monsieur le professeur El Kahel pour nous présenter notre deuxième intervenant. Merci beaucoup. شكرا جزيلا الأستاذة الكريمة. أولا نشكر الأستاذ على محاضرته القيمة والغنية بالمعلومات، وخاصة في مجال الذي للأسف الشديد ليس لدينا به معرفة وإلمام كامل، وهو المجال البنكي. وخاصة أنا ذكرتني يا أستاذ عندما كنت طالب بجامعة القاضي عياض بمراكش في التسعينات القرن المنصرم، وكان عندنا أستاذ هو بالمناسبة هو عنده جنسية موريتانية، اسمه أستاذ سيدمو، وكان كيقرينا واحد المادة من أعقد المواد، وهي كتاب صغير في الحجم
ولكنه معقد في الفهم. سميت الكتاب النقود والبنوك، باقي عاقل ليه. وكان فيه واحد المصطلح: النقود الجيدة تطرد النقود السيئة. الأستاذ إن شاء الله غادي يشرحها لنا من بعد. هذه غير فتحنا واحد القوس، واحد النافذة على هذا التخصص اللي هو مهم جدا. والأستاذ تبارك الله متمكن جدا من خلال الإلقاء ديالو والمعرفة ديالو، وكيبسط الأمور تبارك الله عليه. وهنا نفتخروا بالكفاءة المغربية الحمد لله اللي هز راس بلاد فين ما مشينا. المغاربة تبارك الله يمكننا كفاءات عالية مشهود لها بالعلمية وبالحنكة وبالخبرة. شكرا جزيلا الأستاذ، وهذه مناسبة وشرف لنا